Le journal sur Al24 News, mesdames, messieurs, bonsoir. Voici les titres de l'édition. Ils étaient des centaines de Marocains à battre le pavé aujourd'hui dans les manifestations anti-Merzen aux Pays-Bas pour dénoncer la détérioration des droits de l'homme au Maroc, appelant Rabat à la libération des détenus politiques. Et c'est le jour J pour le football continental. Le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations U17 a commencé avec à l'affiche Algérie-Somalie. Les céréales ukrainiennes au cœur du conflit, l'Union européenne affirme avoir trouvé un accord avec 5 pays pour l'exportation du blé. Les répercussions de la crise de la réforme des retraites en France s'étendent sur l'économie, selon le cabinet Fitch. Bonsoir à tous, voilà pour les titres. Des représentants de la communauté marocaine aux Pays-Bas ont organisé ce samedi une marche de protestation à Amsterdam pour dénoncer la détérioration de la situation des droits de l'homme dans leur pays et exiger la libération de tous les détenus politiques. Durant ces manifestations, les protestataires ont lancé des slogans accusant Rabat d'ignorer la souffrance des citoyens et la détérioration des conditions de vie, notamment après l'inflation et la hausse des prix. Les manifestants ont dénoncé le phénomène de répression et les campagnes d'arrestation arbitraires qui ont touché des personnalités politiques et des militants de la société civile. En vérité, cela survient comme réaction contre le régime marocain, qui a encore kidnappé un de nos amis, résidant dans cette région. Nous avons essayé d'exploiter cette initiative, ainsi que ce timing, pour nous solidariser encore une fois activement avec nos camarades incarcérés dans les prisons de la honte. L'Association pour la protection des détenus sahraouis a dénoncé l'expulsion illégale de l'avocate française Maître Elise Tollet, qui s'est constituée pour la défense des prisonniers sahraouis. L'association a affiché son soutien inconditionnel à l'avocate et tous les prisonniers civils sahraouis. Les détails avec Kherdin Batache. C'est un nouveau cri d'alerte que lance la Ligue pour la protection des prisonniers sahraouis dans les prisons marocaines. L'expulsion illégale d'Elise Tollet, avocate des détenus sahraouis du groupe dit de Gdeim-Ezik, détenue de façon arbitraire dans les geôles de l'occupant depuis 2017, provoque un tollé général. Ensuite, on a essayé d'aller à l'Ayoun pour rencontrer les familles des prisonniers qui sont sur l'Ayoun. On a donc pris un taxi et arrivé... Voilà, juste avant le passage au Sahara occidental, on a été contrôlé et on m'a demandé de descendre du taxi pour être redirigé selon les termes de la personne qui ne s'est pas présentée, qui n'était pas en uniforme ni rien, mais qui m'a indiqué que j'étais redirigée vers le nord. Et donc voilà, donc là je suis à Agadir et je vais rentrer en France puisque j'ai pas pu avoir accès ni aux prisonniers politiques, ni à leur famille, étant donné que voilà, le Sahara occidental est un territoire interdit aux étrangers. Les prisonniers civils sahraouis du groupe Gdeim-Ezik sont incarcérés dans plusieurs prisons marocaines après avoir été condamnés à de peines allant de 20 ans de réclusion à la perpétuité au terme de procès iniques dépourvus de garantie d'équité, de l'aveu même de plusieurs ONG internationales. Les défenseurs des droits du peuple sahraoui seraient-ils persona non grata dans le royaume? La réponse est oui. En effet, les autorités judiciaires et pénitentiaires marocaines n'en sont pas à leur coup d'essai. Plusieurs juristes étrangers ont été chassés à plusieurs reprises du Maroc, comme ce fut le cas en 2016 lorsqu'un groupe de franco-belgo-espagnols de défenseurs des prisonniers sahraouis a été interpellé, puis expulsé. Les juristes en question s'apprêtaient à tenir une conférence de presse pour dénoncer l'injustice subie par les détenus. Rappelons que les mêmes faits se sont reproduits en 2017 ou encore en 2019 lorsqu'un collectif d'avocats espagnols de la militante et journaliste sahraoui Naziha El Khalidi a subi le même traitement.
Jour J pour le football algérien et continental. La Coupe d'Afrique des Nations pour les moins de 17 ans commence dans pas moins d'une heure. Une 14e édition abritée par l'Algérie pour la deuxième fois depuis 2009. Au total, 9 sélections seront à pied d'œuvre entre les stades de Constantine, Alger et Annaba à partir de ce soir et ce jusqu'au 19 mai prochain. Et justement, c'est au stade de Nelson Mandela à Braqi qu'aura lieu dans un instant la première rencontre entre le pays organisateur, l'Algérie et la Somalie pour le compte du groupe A. Les poulains de Arz Ghirmash aspirent à une première victoire avant la deuxième rencontre contre le Sénégal. À noter que ce premier match a été précédé par une cérémonie d'ouverture dans le même stade Nelson Mandela. L'actualité, c'est aussi le développement de la situation au Soudan après 2 semaines de combat entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Pour aujourd'hui, c'était la fin de l'accalmie et la reprise évidente des affrontements dans plusieurs régions, notamment la capitale Khartoum et aux abords du palais présidentiel. Dans ce contexte, les accusations interposées fusent de nouveau. Côté humanitaire, les réfugiés continuent à affluer vers les pays limitrophes, à l'image du Tchad voisin. Et le conflit au Soudan fait de plus en plus de victimes, y compris chez la population civile. Selon un dernier bilan provisoire émis par le syndicat des médecins soudanais, le nombre de personnes civiles tuées a atteint les 411. La même source a indiqué que 15 hôpitaux ont été bombardés et 19 autres évacués depuis le 14 avril dernier, date du début des affrontements. Actualité continentale toujours au Mali, des centaines de manifestants se sont rassemblés à Bamako pour demander le départ de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies, la MINUSMA. Un meeting a également été tenu et organisé par des activistes politiques de Yewourou Debout. Dans les territoires occupés palestiniens, un adolescent est tombé en martyr vendredi, âgé de 16 ans seulement. Mustafa Amr Sabah a été abattu par les forces sionistes dans la ville de Chakou, à l'est de Beit Lahm. Lors des confrontations, l'armée sioniste n'a pas hésité à faire usage de la force létale en tirant des balles réelles, des balles qui ont atteint le jeune martyr en plein torse avant de procéder à une incursion au niveau de la ville et fermer l'accès ouest. Le corps du jeune palestinien a été inhumé ce samedi. Et dans le sillage de l'assassinat du jeune Amr Sabah, une grève générale a été observée ce samedi à Bethléem en signe de deuil et de protestation. Une grève qui se prolongera qui a été prolongée jusqu'à l'après-midi, initiée suite à l'appel du comité de coordination des factions et qui a touché l'ensemble des secteurs à l'exception des boulangeries et les pharmacies. Dans le reste de l'actualité au Moyen-Orient, le processus de réactivation des relations diplomatiques entre Riyad et Téhéran se poursuit. Le ministre des Affaires étrangères iranien Hossein Amir Abdollahian a déclaré lors d'une conférence de presse en marge de son dernier déplacement au Liban que la réouverture des ambassades iraniennes et saoudiennes dans les deux capitales devrait intervenir dans les prochains jours. Le dernier appel téléphonique entre les ministres des Affaires étrangères d'Iran et d'Arabie Saoudite était à l'occasion de l'Aïd el-Fitr. Nous sommes tous deux convenus de rouvrir les ambassades et les consulats généraux dans les deux pays dans les prochains jours. Avant l'Aïd el-Fitr, j'ai invité mon homologue d'Arabie Saoudite, le prince Faisal Ben Farhan Al Saoud, à se rendre à Téhéran. Nous avons parlé au téléphone, il a dit qu'il accepterait mon invitation et me répondrait positivement.
On reste dans la région. Le président irakien Abdulatif Rachid s'est rendu aujourd'hui en Iran pour une visite officielle. Le président iranien Ebrahim Raisi, lors d'une conférence de presse avec son homologue irakien, a qualifié les entretiens de très positifs, notant qu'ils étaient d'accord sur de nombreuses questions. Raisi a ajouté que les relations entre les deux pays sont stratégiques et qu'elles se sont bien développées dans les domaines politiques, économiques, commerciaux et culturels, affirmant que la volonté des deux pays est de développer leurs relations. Et le président iranien Ebrahim Raisi se rendra à Damas à partir de la semaine prochaine, selon des sources officielles. Cette visite sera la première d'un président iranien auprès du président syrien Bachar el-Assad depuis le début de la crise en 2011. Ebrahim Raisi devrait s'entretenir avec son homologue syrien sur les moyens de renforcer la coopération stratégique bilatérale, notamment dans le domaine économique. Et l'Ukraine a annoncé avoir remis à la Pologne une note dans laquelle elle dénonce les restrictions commerciales inacceptables que ce pays, un de ses principaux alliés, imposait aux produits agricoles ukrainiens. Les détails avec Safouane Ben Sabri. Solidarité inébranlable et dissensions naissantes, deux faces d'une même pièce européenne. La Commission européenne a annoncé avoir conclu un accord avec 5 États membres de l'Union européenne afin d'assurer l'acheminement des céréales ukrainiennes par leur territoire, alors que ces pays avaient interdit leur transit, une interdiction jugée inacceptable par Bruxelles. En mai 2022, l'Union européenne avait procédé à la suspension de tout droit de douane sur les produits ukrainiens afin de lui permettre d'exporter ses stocks de céréales. Cela a eu pour conséquence une arrivée massive de maïs, tournesol et de blé ukrainien, provoquant la saturation des marchés et une chute drastique des prix locaux en Pologne, Hongrie, Slovaquie et en Bulgarie. En réponse, les pays concernés avaient tout bonnement interdit mi-avril tout produit agricole en provenance de l'Ukraine pour protéger leurs agriculteurs, dont le secteur était à l'agonie depuis l'arrivée des produits ukrainiens libres de toute taxe douanière. Suite à un long bras de fer entre les 5 pays membres et la Commission européenne, un accord a été trouvé, comportant des mesures de sauvegarde dites exceptionnelles. L'accord prévoit l'arrêt des mesures d'interdiction unilatérales prises par ces pays. En outre, une aide de 100 millions d'euros a été débloquée afin d'aider les exploitants agricoles. Les dissensions au sein de l'Union européenne concernant les céréales ukrainiennes posent une question centrale. Jusqu'où ira le soutien de l'Europe envers Kiev si celui-ci vient à menacer les intérêts nationaux des États membres? Et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a discuté au cours d'un entretien téléphonique avec le président turc Recep Tayyip Erdogan de la prolongation de l'accord sur les céréales. C'est ce qu'a indiqué un communiqué du bureau du secrétaire général de l'Organisation mondiale. Ils ont échangé leur point de vue sur l'amélioration et l'expansion de l'initiative de la mer Noire et la mise en œuvre du protocole d'accord entre la Fédération de Russie et l'ONU. L'économie française dans la tourmente suite aux répercussions de la réforme sur les retraites et les nombreuses grèves qui ont suivi le mouvement de protestation. Le cabinet Fitch a abaissé la note de crédit de la France. Les détails avec Souila Kilal. La France se voit désormais attribuer un AA-. Pour justifier cette décision, l'agence Fitch évoque entre autres des déficits budgétaires importants et des progrès modestes et rappelle à l'occasion que l'impasse politique et les mouvements sociaux représentent un risque pour le programme de réforme d'Emmanuel Macron et pourraient créer des pressions en faveur d'une politique fiscale plus expansionniste ou d'un renversement des précédentes réformes. Bruno Le Maire, ministre français de l'économie, dit prendre note. Je prends note de la décision de l'agence Fitch. Je constate qu'elle est fondée sur un doute sur la capacité du gouvernement français à faire passer des réformes. Je veux juste rappeler que les mois récents prouvent exactement le contraire. Le ministre de l'économie estime que cette décision est en fait le fruit d'une mauvaise évaluation de la situation. Les faits infirment l'appréciation de l'agence Fitch. Nous sommes en mesure de faire passer des réformes structurantes pour le pays et nous continuerons à faire passer des réformes structurantes pour le pays. Par ailleurs, ne doutez pas de notre détermination totale avec le président de la République, avec la Première ministre, à rétablir les finances publiques de la nation.
Bruno Le Maire a tenu cependant à rappeler que son pays va exactement dans le bon sens. Nous avons adopté, sous l'autorité de la Première ministre, une réforme de l'assurance chômage qui va permettre de faire revenir sur le marché du travail beaucoup de nos compatriotes. Nous venons d'adopter et de promulguer une réforme des retraites qui va faire passer l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Donc nous avons prouvé notre capacité avec le gouvernement à faire passer des réformes qui transforment le modèle économique français. Selon certains observateurs, la notation de Fitch traduirait une réaction de l'agence américaine à la dernière déclaration de Macron en Chine, où il évoquait la nécessité pour les pays européens de ne pas faire de suivisme vis-à-vis de Washington. Économie toujours, la Banque régionale américaine a de nouveau plongé à Wall Street. Les rumeurs sur une stratégie ou un plan de sauvetage se multiplient sans toutefois se concrétiser pour l'instant. Selon le Wall Street Journal, l'agence américaine en charge de garantir les dépôts bancaires, la FDIC, pourrait prendre dès ce week-end le contrôle de la banque, puis revendre ses actifs à un autre établissement. Et on termine avec le 7e art. Les assises de l'industrie cinématographique ont été lancées aujourd'hui au Centre international des conférences Abdeltif Rahal à Alger, après plusieurs sessions organisées dans plusieurs wilayas du pays. La ministre de la Culture et des Arts a ouvert l'événement qui a vu la présence d'un parterre de ministres ainsi que celle de Ahmed Rajdi, conseiller à la présidence chargé de la culture et de l'audiovisuel, ainsi que celle des professionnels du 7e art. Je vous propose d'écouter la ministre de la Culture, Soraya Mouloudji. Suivant les orientations du président de la République à l'occasion du Conseil des ministres qui a eu lieu le 20 février dernier, le ministère de la Culture et des Arts organise des assises nationales autour de la politique de l'industrie cinématographique en Algérie. Le but de cette initiative est d'abord la discussion et l'enrichissement du projet de loi relatif à l'industrie du cinéma et d'autre part la mise à pied des axes principaux inhérents à la stratégie et à la prospective dans le secteur du cinéma en Algérie. Comme vous le savez, ces assises ont été précédées par des ateliers au niveau régional qui ont eu lieu aux 4 coins du pays. Celles-ci ont vu la participation des professionnels et des acteurs du secteur. La consultation a également été élargie aux professionnels algériens résidant à l'étranger. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'actualité continue sur Al 24 News. Excellente soirée à tous.